Bonjour, c'est Louis d'Énergie et bienvenue dans Briller en Société, le podcast énergie qui vous dit tout sur absolument tout. Aujourd'hui, on va parler ensemble du génie espagnol du XXe siècle. Il a marqué l'histoire de l'art de son empreinte indélébile, j'ai nommé Pablo Picasso. On ne le sait pas toujours, mais derrière le pinceau audacieux et la créativité débordante se cache un homme aux multiples facettes dont la dualité laisse perplexe pas mal d'admirateurs. Commençons par le commencement. Picasso naît le 25 octobre 1881, on est en Espagne, à Malaga. Il grandit dans une famille où l'art a une place très importante. Son père, José Ruiz y Blasco, je suis désolé, je vous le fais à la française parce que mon accent espagnol est vraiment catastrophique, lui enseigne les rudiments du dessin et de la peinture dès son plus jeune âge. À 7 ans, le futur génie dessine ses premières œuvres avec une grande maturité. Et c'est ce talent précoce qui ouvre la voie à une carrière artistique qui s'annonce complètement exceptionnelle. Ensuite, il poursuit ses études à Barcelone, où il est admis à l'école des Beaux-Arts à seulement 13 ans, très impressionnant. Il accumule le plus de techniques possible, puis il déménage à Madrid, où il fréquente l'Académie royale des Beaux-Arts de San Fernando. Et ce qui est fou, c'est que même à cet âge-là, il se contente pas de suivre les règles établies. En fait, l'artiste en herbe s'écarte volontairement des normes académiques et il va partir dans ses propres sentiers. Le grand virage de sa vie, c'est lorsqu'il s'installe à Paris, au début du XXe siècle. À cette époque-là, la capitale française est le centre incontesté de l'art mondial, le berceau de l'avant-garde, et donc un terrain super fertile pour les esprits novateurs comme lui. Picasso se lie rapidement d'amitié avec d'autres maîtres du modernisme, comme les peintres Georges Braque ou encore Henri Matisse. Avec eux, il crée un cercle artistique révolutionnaire où ils explorent de nouvelles formes d'expression. C'est comme ça en fait qu'ils jettent les bases du cubisme. Pourtant, derrière ce bouillonnement créatif et cette renommée croissante se profile déjà la face la plus obscure du personnage. Sa vie sentimentale, tumultueuse, et ses mariages multiples révèlent un visage carrément plus complexe. On dit qu'il peut être brutal, violent. D'ailleurs, Picasso lui-même s'associe à l'image du Minotaure, ce personnage de la mythologie grecque, mi-homme, mi-taureau, qu'on enferme dans le labyrinthe de Dédale parce qu'il est dangereux et qui se fait tuer par le héros athénien Thésée. Sur une touche plus positive, du moins au début, Picasso rencontre sa première compagne. C'était en 1904, quand il s'installe dans l'atelier parisien du Bateau Lavoir. C'est au même moment qu'il entre dans sa période rose où il utilise beaucoup les teintes rosées pour évoquer la mélancolie. Mais ombre au tableau, Fernand Olivier est modèle pour d'autres artistes et ça le rend totalement fou de jalousie. Du coup, il n'hésite pas à lui interdire d'exercer son métier et écoutez bien, il l'enferme carrément à clé dans son atelier pour pas qu'elle sorte. Ils finissent par se séparer parce que elle veut reprendre son indépendance et qu'il la trouve trop vieille alors qu'ils ont le même âge. Sans commentaire, en 1918, il rencontre Olga Koklova, une danseuse du prestigieux ballet russe qui quitte tout pour épouser le peintre espagnol. Ils ont un fils, Paolo, en 1921, mais il la trompe et elle tombe en dépression. Lorsqu'elle apprend sa relation avec Marie-Thérèse Walter, qu'il a connue quand elle était encore mineure, en 1925, Olga demande le divorce, qu'il refuse de lui accorder. Elle mourra seule et démunie en 1955, alors que le peintre, lui, est richissime. Marie-Thérèse Walter, elle, lui donne une fille, Maya, qui naît en 1935. L'année suivante, il part même avec les deux femmes, Marie-Thérèse et Olga, à Juan-les-Pins au printemps, les installant l'une et l'autre dans différents hôtels et leur accordant des horaires bien précis dans ses journées. L'été qui suit, il part à un Mougins avec une troisième femme qu'il vient de rencontrer, elle s'appelle Dora Maar. Dora, c'est une jeune photographe au talent fou qu'il a engagée pour documenter son processus créatif, notamment l'élaboration de son chef-d'œuvre. Commandée pour l'exposition internationale à Paris, cette toile monumentale représente les horreurs de la guerre civile espagnole. Certains historiens de l'art disent d'ailleurs qu'on y voit les éléments de sa vie personnelle, troublée de ses propres luttes émotionnelles et de sa violence interne. Dora est à ses côtés à ce moment-là, mais petit à petit, il l'isole, elle aussi, jusqu'à ce qu'elle arrête totalement son activité artistique. Donc il a réussi vraiment ce qu'il avait fait avec ses autres compagnes. Il lui consacre cependant la série de tableaux La femme qui pleure, ce qui en dit long quand même sur l'ambiance entre les deux. Entre-temps, il poursuit sa relation avec Marie-Thérèse. Oui, faut suivre, mais c'est pas parce que je vous parle d'une autre fille qu'il a abandonné celle d'avant. Il peint même deux tableaux, le même jour d'ailleurs, qu'il intitule « Femme couchée avec un livre » et qui représente ses deux amantes de la même manière, comme deux facettes d'une même femme. Voilà, vraiment aucun scrupule, le gars. La Seconde Guerre mondiale marque un tournant sombre dans la vie de Picasso. Il reste en France pendant l'occupation nazie et certains le suspectent de collaboration, bien que les détails exacts de son implication potentielle restent assez flous encore aujourd'hui. Des témoignages suggèrent qu'il aurait gardé un portrait de Staline dans son atelier, tandis que d'autres affirment qu'il aurait protégé des œuvres d'art déclarées dégénérées par les nazis. Pendant la guerre, en 1943, il rencontre Françoise Gillot, une peintre de grand talent de 40 ans de moins que lui. À ce moment-là, il est toujours l'amant de Dora, mais il la quitte peu de temps après.
Dora fait une dépression nerveuse et se retrouve internée carrément à l'hôpital Sainte-Anne où on lui fait des électrochocs. Picasso, grand seigneur, vous le connaissez depuis le début, lui achète une maison pour qu'elle aille mieux dans le Vaucluse, où elle se retire et elle va terminer sa vie toute seule. Françoise Gillot, elle, partage la vie du peintre espagnol jusqu'en 1953 et lui donne un enfant, même 2 enfants, Claude et Paloma. On dit qu'elle réussit à lui tenir tête au quotidien et en 1964, 11 ans après avoir quitté le peintre, elle publie tout de même un livre où elle décrit un quotidien très difficile et elle dit de Picasso qu'il est tyrannique, superstitieux et égoïste. Et à l'époque, on l'accuse bien évidemment de vouloir se faire de l'argent sur le dos du maître. Picasso continue de peindre jusqu'à la fin de sa vie. Sa période tardive, marquée par un retour à un style plus classique, contraste avec ses phases précédentes de révolution artistique. Il rencontre Jacqueline Roch, qui sera sa dernière épouse en 1954. Il a 72 ans, elle a 26 ans. Elle incarne aux yeux de l'artiste vieillissant la beauté parfaite des femmes espagnoles. Jacqueline, elle, tombe en admiration totale devant Picasso. Elle parle de lui à la 3e personne, elle l'appelle le maître ou le soleil, et ils s'installent ensemble dans le sud de la France à Cannes. Picasso meurt en 1973 à l'âge de 91 ans. Son héritage, qu'on ne peut pas discuter, qui est monumental dans le monde de l'art, est aussi teinté d'ombre. Il n'a jamais écrit de testament et c'est pertinemment que sa succession sera très compliquée entre ses épouses, ses enfants légitimes et illégitimes et ses anciennes maîtresses. D'ailleurs, quand il est toujours en vie, il déclare, je cite, « Quand je mourrai, ce sera un naufrage. Quand un grand navire sombre, bien des gens alentour sont aspirés par le tourbillon. Ce sera pire que ce qu'on imagine. » Un tantinet sadique quand même. La réalité va lui donner raison, d'ailleurs, l'un de ses petits-fils, Pablito, se suicide le jour de l'enterrement du peintre en avalant de l'eau de Javel, notamment parce que Jacqueline Roch lui a interdit d'assister aux funérailles. Son ancienne maîtresse, Marie-Thérèse Walter, elle aussi se suicide par pendaison en 1977, donc 4 ans après la mort de Picasso. Jacqueline Roch, Picasso sombrelle dans la dépression et dans l'alcool après la disparition du peintre et se suicide en 1986 par arme à feu. Ça commence à faire beaucoup quand même. Sa petite fille Marina Picasso publie un livre en 2001 dans lequel elle raconte qu'elle a dû faire 30 ans de thérapie à cause de sa famille et de la personnalité de son grand-père. Ses héritiers légaux sont son fils Polo et sa dernière femme Jacqueline qui conserve la plus grande partie de ses œuvres, donc la maison de Notre-Dame-de-Vie à Mougins et le château de Vauvenargues. Les 3 autres enfants n'ont rien, étant nés hors mariage, mais ils gagnent leur procès en reconnaissance de droit à l'héritage, qu'on surnomme d'ailleurs l'héritage du siècle. On parle quand même, écoutez bien, d'1,4 milliard de francs à l'époque, soit 700 millions d'euros d'aujourd'hui, sans compter les droits patrimoniaux. Bref, ça fait un petit peu beaucoup, je vous le fais rapidement, mais 11 propriétés, une collection de près de 100 000 œuvres qui sont principalement du coup regroupées au musée Picasso à Paris. Pour en rajouter une couche, le destin de son aîné, Polo, n'est pas non plus des plus joyeux. À l'âge adulte, il devient le chauffeur de son père, qui le paye très mal pour ce service pendant que sa mère Olga sombre dans la misère. Picasso le considère ouvertement comme un imbécile et l'humilie souvent. Il n'est pas autorisé à pénétrer dans la villa cannoise de son père et sombre lui aussi dans l'alcoolisme et il finit par mourir d'un cancer du foie. Il avait seulement 54 ans et ça c'était en 1975. Les multiples visages du peintre, du jeune prodige au révolutionnaire cubiste, de l'amant passionné mais tyrannique au citoyen engagé, forment un tableau complexe de l'humain derrière l'artiste. Ces œuvres révolutionnaires resteront à jamais gravées dans les annales de l'art, bien sûr, mais la question qu'on a tous eue en cours de philo, faut-il séparer l'œuvre de l'homme ? Picasso, avec ses contradictions et ses zones d'ombre, demeure une énigme qui continue de captiver le monde de l'art. Merci d'avoir écouté ce podcast. L'épisode du jour a été écrit par la talentueuse Daphné Breitenbach. Je suis Louis, animateur sur Énergie, et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Brillant Société.